Bonjour à tous. Alors moi je vais vous présenter un travail sur l'application, la création en fait d'un score de risque de iatrogénie médicamenteuse. Et l'objectif de ce score de risque, ça va être de prioriser les activités de pharmacie clinique. Et on a pris comme exemple un service de chirurgie orthopédique et traumatologique. Pour le moment, c'est le seul service de chirurgie où on est déployé au CHU de Montpellier. Alors en fait, le contexte, c'est que dans les hôpitaux français, en général, lorsqu'on déploie une activité de pharmacie clinique, on va avoir tendance à la déployer dans un service de soins, chirurgie ou médecine. Et souvent, le contrat qu'on va passer avec les équipes médicales, c'est d'aller voir tous les patients dans un premier temps. Sauf qu'au final, on va pas. Il y a des patients qui auraient besoin d'activités pharmaceutiques et qui ne vont pas pouvoir en bénéficier puisqu'on va voir d'autres patients. Du coup, on s'est posé la question de comment prioriser ces activités de pharmacie clinique pour aller voir les patients les plus à risque d'événements iatrogènes médicamenteux, dans le but de dégager du temps en fait, pour aller dans d'autres services de soins. Alors, il y a plusieurs réponses au final. Il y a soit on peut créer une équipe mobile de soins pharmaceutiques, mais là il faut qu'il y ait une démarche proactive des équipes médicales et quand ils ne vous connaissent pas, au final, ils ne vont pas vous appeler lorsqu'ils en ont besoin. Soit on peut également intégrer des équipes mobiles, telles que les équipes mobiles de gériatrie, ça commence beaucoup à se déployer. Et là, on va principalement cibler un type de population, par exemple en gériatrie, les personnes âgées, et on ne va pas aller par exemple dans des services de pédiatrie. Sinon, on peut cibler les services de soins prioritaires, donc c'est ce qu'on fait en général. On pense que ce service est plus à risque qu'un autre service, en fonction des équipes médicales qu'il y a, en fonction de l'activité médicale, et donc on va aller y mettre toutes nos activités pharmaceutiques. Et du coup, nous, ce qu'on a voulu, c'est créer un score pour cibler les patients à risque d'événements iatrogènes médicamenteux, qui est prédictif d'iatrogénie médicamenteuse et surtout responsable en fait de complications post-opératoires puisqu'on est dans un service de chirurgie. Et ici, on a pris l'exemple de l'orthopédie et de la traumatologie. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a réalisé une étude prospective monocentrique, donc dans un service de chirurgie orthopédique programmé, dans un service de traumatologie pendant 28 jours. On a déployé une équipe pharmaceutique composée d'un pharmacien assistant, d'un interne en pharmacie à l'époque et de 4 externes en pharmacie. On a fait un recueil exhaustif en fait des interventions pharmaceutiques que l'on faisait, aussi bien lors de la conciliation, de l'analyse pharmaceutique, des visites des médecins avec les médecins, des questions que nous posaient les infirmières également ou des médecins, que ça soit au final tout ce qu'on disait, on le recueillait. Même si c'était au début que de l'ordre logistique. Suite à ça, on a utilisé l'échelle Cléo pour faire une cotation de l'impact clinique, économique et organisationnel. Ici, je vais vous présenter uniquement l'impact clinique puisque c'est ce qui va nous préoccuper aujourd'hui. Et cet impact clinique, il a été évalué pour chaque intervention pharmaceutique par un anesthésiste, un chirurgien orthopédiste et 3 pharmaciens. Donc il y avait 2 pharmaciens qui travaillaient dans le service de chirurgie orthopédique et un dans le service de cardiologie. Une fois qu'on avait établi nos 2 groupes de patients, donc c'était en fait on a opposé les patients qui ont bénéficié d'une intervention pharmaceutique d'impact majeur ou vital, au moins une intervention, aux patients qui n'ont soit pas bénéficié d'intervention pharmaceutique mais qui étaient dans le service, ou soit des interventions d'impact pharmaceutique d'impact nul, mineur ou modéré. Et après, je vous présenterai, on a fait une modélisation mathématique qui nous permet de créer un score. Alors, au vu de la volumétrie des interventions pharmaceutiques qu'il y a eu pendant l'étude, on n'a pas pu demander, il n'était pas envisageable en fait de demander aux médecins et aux chirurgiens de coter l'ensemble des IP. Alors, on a essayé de trouver une méthode où il y a des limites, que je vais vous présenter ici. Au final, les 3 pharmaciens ont coté l'ensemble des IP de manière indépendante et après on a fait une moyenne en fait de la cotation des IP. On a présenté un panel d'IP environ 10% à un chirurgien et à un médecin anesthésiste. Ils ont coté de manière indépendante les IP. On a regardé s'il y avait une différence qui était significative ou pas dans la cotation des IP. Si on ne retrouve pas de différence significative, on a fait une moyenne en fait de cette cotation. Et après, on a comparé la moyenne de la cotation des IP des médecins
avec celle des pharmaciens. Et si on ne retrouve pas de différence significative, on a extrapolé en fait à l'ensemble de la cotation des pharmaciens, en prenant comme principe qu'au final on cotait plus ou moins de la même manière. Alors concernant les résultats, on a fait 1014 interventions pharmaceutiques sur les 28 jours. Il y en avait 967 qui ont été acceptées, ce qui fait un peu plus de 95%. 159 patients ont pu bénéficier de ces interventions pharmaceutiques sur les 220 qui ont été hospitalisés, patients. Et on retrouve 19 patients qui ont au moins bénéficié d'une intervention pharmaceutique d'impact clinique majeur ou vital. Au final, on avait 37 interventions pharmaceutiques d'impact majeur et 0 qui était vital. Alors une fois après, on a comparé du coup nos deux groupes sur différentes variables, soit la présence ou non d'un sepsis, si c'était des patients qui avaient transité par les urgences. On a ajouté également le score ASA, qui est un score qu'utilisent les anesthésistes pour prédire en fait les complications périopératoires de morbimortalité. Le motif d'hospitalisation, donc prothèse de hanche, de genou, l'ostéosynthèse, chirurgie du pied ou chirurgie du membre supérieur par exemple. La durée moyenne de séjour du patient, son âge, son nombre de médicaments qu'il avait au domicile. Et on a pris également l'IMC supérieur à 35, donc l'obésité, parce que c'est à partir d'un IMC supérieur à 35 qu'on va modifier par exemple l'anticoagulation. Donc en analyse univariée, ça c'est les premiers résultats, on voit que si on a un âge supérieur par rapport à une autre personne, on a une probabilité d'avoir une complication post-opératoire supérieure. Le sexe, il n'y a pas un sexe qui a un risque d'une complication plus importante. Concernant le score ASA, donc en fait dans le score ASA, ce qui était intéressant, c'est qu'on le retrouve dans tous les dossiers d'anesthésie. C'est quelque chose qui est obligatoire en France. Et au final, à l'intérieur, il y a les comorbidités des patients. Donc on n'a pas besoin d'aller voir les comorbidités. Au final, on prend le score ASA 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Et on a plus ou moins le nombre de comorbidités qu'a le patient et la gravité de la comorbidité. Donc plus on a un score ASA important et plus on a un risque de complications post-opératoires. La durée moyenne de séjour également. Le motif d'hospitalisation, on voit que ce n'est pas un facteur prédictif au final en chirurgie orthopédique d'une complication post-opératoire. En revanche, la présence d'une infection ou non, c'est prédictif d'une complication. L'IMC supérieur à 35, au final, on ne le retrouve pas. Et le nombre de médicaments à domicile, on le retrouve également. Après, je ne vais pas vous présenter au final un tableau avec des ordres ratios des facteurs de risque. L'idée, en fait, c'est de créer un risque. Ce que je vais vous présenter, c'est un patient et l'ordinateur, avec un modèle mathématique, va nous permettre de calculer une probabilité que notre patient ait un événement indésirable médicamenteux pendant son hospitalisation. Au final, si on prend un patient qui a transité par les urgences, qui a 76 ans, qui a 13 traitements à son domicile, qui a une présence d'un sepsis et qui a traité par antibiotiques, et une DMS de 6 jours, en fait, grâce à notre modèle, on peut prédire qu'il a 76% de risque d'avoir un événement indésirable médicamenteux. Et pour chaque patient, au final, l'ordinateur va nous permettre de calculer sa probabilité d'événement indésirable médicamenteux, et donc on va pouvoir prioriser les patients qui ont un risque supérieur. Au final, on s'est également posé la question du cut-off. En fait, est-ce qu'il faut aller voir tous les patients qui ont une probabilité supérieure à 50%, 75% ou même 10%? Et au final, la réponse, ça pourrait être en fonction des moyens pharmaceutiques qu'on a à disposition dans notre hôpital. Si on a peu de moyens pharmaceutiques, on va plutôt aller voir les patients qui ont une probabilité importante d'avoir un événement indésirable médicamenteux. Et plus on a de moyens, et plus on va pouvoir diminuer notre cut-off et aller voir plus de patients. Alors, notre étude, pour le moment, a pas mal de limites. Déjà, on a pris la durée moyenne de séjour, mais au final, quand un patient va arriver, on ne va pas connaître sa durée moyenne de séjour, donc on aurait dû prendre la durée de séjour au moment de l'intervention pharmaceutique, donc c'est quelque chose qu'il va falloir qu'on améliore.
Le nombre de médicaments au domicile n'est pas toujours disponible, surtout que là, nous, dans notre étude, tous les patients avaient bénéficié d'un bilan médicamenteux optimisé. Donc on avait à chaque fois le nombre de médicaments, mais l'objectif, ça va être de ne pas aller faire un bilan à tout le monde. Donc il va falloir enlever cette variable de l'équation. Au niveau du modèle statistique, il est encore pas assez robuste parce qu'on n'a pas fait une évaluation de la performance du modèle, de calibration, de discrimination. On n'a pas fait une validation de notre modèle sur un échantillon externe. Donc cela a fait l'objet d'une demande d'une bourse pour avoir un échantillon externe, s'associer à des épidémiologistes pour justement améliorer notre modèle et améliorer sa robustesse. Et comme vous l'aurez compris, du coup, aujourd'hui, il n'est pas utilisable en routine, mais on a pour objectif de faire quelque chose de plus robuste. Les perspectives, ça va être surtout l'ajout de nouvelles variables dans l'équation, l'insuffisance rénale sévère, toxicomanie, alcoolisme, pour améliorer vu que c'est responsable de complications post-opératoires, de rajouter du coup au niveau statistique des choses en plus, et de simplifier les résultats par groupe de patients pour que ça soit utilisable également sans ordinateur. Je vous remercie pour votre attention.